Alors, vous m'entendez là? Pas très bien. C'est mieux là? Vous m'entendez mieux? Donc, étant donné que nous n'avons pas eu la même information, puisque j'étais censée commencer ce cours à 14 heures, mais que vous avez eu l'information, enfin, que sur votre planning, le début est planifié à 14h30, eh bien, je décale le début du cours, enfin, comme l'information que vous avez eue, donc à 14h30. On va attendre que tout le monde arrive, parce que sinon, on ne sera pas dans des bonnes conditions, avec des gens qui arrivent, qui s'installent, et ceux qui veulent écouter. Du coup, on va attendre 14h30 pour commencer. Oui. Pardon? Ah oui, ben ça c'est la vieille version. C'était la vieille version. Quand nous on a été informés tardivement. C'était pas possible avec les autres intervenants, avec mes collègues, et donc du coup on avait fait cette demande. J'ai appelé l'administration tout à l'heure, ou la scolarité, pardon, et ils m'ont confirmé que pour eux aussi c'est bien 14 heures. Donc vous n'avez pas eu le. D'accord. Oui, ben du coup vous aurez l'AMM juste après. Et donc ma collègue, enfin là vous serez là, donc elle va vous faire commencer plus tôt. La bonne nouvelle c'est que vous allez, et non vous n'allez pas finir plus. Si, si vous allez finir plus tôt parce que moi je suis obligée de partir à 14 heures, à 15h45. Donc de toute façon, ma collègue qui doit arriver pour 16 heures, elle va faire son cours à 16 heures et donc vous allez finir plus tôt.
Alors, on va commencer. Je laisse les derniers arrivants s'installer. Puisqu'on vient de m'informer que l'enregistrement a déjà commencé. Donc, voilà. Mais voilà, je vous laisse quand même vous installer confortablement. Voilà. Alors pour commencer, eh bien, je vais me présenter. Vous ne me voyez pas, enfin en tout cas vous me voyez partiellement. Et je m'appelle Émilie Jouanjus, je suis maître de conférence en pharmacologie à la faculté de pharmacie de Toulouse et j'enseigne donc la pharmacologie. Et j'ai une autre casquette, une casquette hospitalière qui est d'être membre du centre d'addictovigilance de Toulouse. L'addictovigilance se rapporte à la pharmacodépendance. Donc c'est à ce titre que j'interviens auprès de vous aujourd'hui. Voilà, donc quand vous sortirez tous de cet amphi tout à l'heure, tous les mots difficiles que je viens de prononcer n'auront plus de secret pour vous. Donc en prologue, voici les questions que je souhaite que vous vous posiez, là, à ce stade de mon intervention. Quand on parle des mots abus, mésusage, pharmacodépendance, addiction, addictovigilance, circuit mésocortico-limbique, ce sont peut-être des notions un petit peu obscures pour le moment. Donc, nous allons successivement, pendant mon cours, essayer de répondre à ces questions-là. De quoi parle-t-on ? Quels sont les mécanismes impliqués ? Et comment pouvons-nous faire pour évaluer les problématiques associées ? Voilà, donc ça, ce sont mes objectifs pédagogiques. Donc je parle lentement pour laisser les derniers arrivants s'installer. Donc je finirai ce cours à 15h45. Alors, pour savoir de quoi on parle, la première chose, ce sont les définitions. Abus, mésusage, pharmacodépendance, puis vous voyez, 3 petits points jusqu'à addiction. Alors, avant d'aborder ces notions-là, il me semble que la première des choses, c'est de se poser la question de ce que signifie le mot drogue. D'accord ? Ce qu'on appelle drogue, entre guillemets, puisque c'est la première et la dernière fois que ça apparaîtra sur la diapositive, sauf erreur de ma part. Donc ce mot drogue du langage courant, en réalité, il renvoie à une autre définition, la définition d'un produit psychoactif. Une drogue, ce qu'on entend par drogue, c'est un produit psychoactif, naturel ou synthétique, utilisé par une personne en vue de modifier son état de conscience, d'améliorer ses performances, qui a un potentiel d'usage nocif, d'abus ou de dépendance, et dont l'usage peut être légal ou non. Alors, je vous vois noter, juste pour précision, vous aurez le support de ce cours, hein, d'accord ? Donc, pour les définitions que je vais vous donner, vous ne vous embêtez pas trop à tout recopier. Alors, dans cette définition, hein, comme je vous le disais, plutôt que drogue, on utilise on préfère le terme substance psychoactive ou produit psychoactif. Il y a plein de façons de classer les drogues ou substances psychoactives. Donc il y a plein il y a plusieurs personnes qui ont classé ces substances en fonction de leurs propriétés, en fonction de leur structure chimique. Donc il y a plusieurs possibilités. Moi, j'aime bien la classification de Deniker, qui est assez répandue, qui distingue les substances psychoactives en 3 catégories. Les psycholeptiques qui dépriment le psychisme, les psychoanaleptiques qui vont le stimuler et les psychodysleptiques qui le perturbent dans un sens ou dans l'autre. Donc, peu importe ces termes un petit peu compliqués, c'est pour vous illustrer un exemple de classification des substances psychoactives. Cette classification-là de Deniker,
elle est assez simpliste et c'est un avantage par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus complexes. Et j'en veux pour preuve les illustrations que j'ai choisies sur la diapositive d'après, où vous voyez sur la partie à gauche un diagramme de veine où il y a les substances. Donc c'est aussi une classification en fonction des propriétés que chacune de ces substances présente. Donc plutôt donc antipsychotiques, alors j'arrive pas à lire là-haut, qui dépriment le psychisme pour le côté rouge, des hallucinogènes ou les stimulants. Et en fonction donc, de chacune de ces substances, il peut y avoir des propriétés croisées. Et ça donne un résultat beaucoup plus compliqué que la classification en 3 grandes catégories que je vous ai présentées très, très succinctement juste avant. Sur la partie droite de cette diapositive, on voit une autre façon de présenter les choses. Et ce que je trouve intéressant, c'est que si on regarde que la partie centrale de cette image, donc c'est ce qui est dans un dégradé de rouge orangé, on retrouve les 3 catégories, globalement les 3 catégories de Deniker. Les stimulants, les dépresseurs du système nerveux central, les hallucinogènes. Donc on a 3 grandes catégories avec un relativement faible nombre de substances. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des nouvelles substances psychoactives qui arrivent sur le marché des drogues, qui sont obtenues par synthèse chimique ou des substances qu'on ne connaissait pas avant et que l'on découvre. Et donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, cette classification, elle s'est élargie. Donc, on passe du cercle du milieu à celui à l'extérieur. Et on voit la complexité et la diversité des substances psychoactives qui existent, qui sont disponibles. Et donc, je trouve que ce sont 2 illustrations qui illustrent la difficulté à classer les substances psychoactives. Mais bon, voilà, on peut rester quand même sur la distinction en 3 catégories. Les substances qui stimulent le psychisme, celles qui le dépriment et celles qui font un petit peu des deux. Alors sur cette image, quelques mots de données, quelques données épidémiologiques. Donc vous voyez en bleu, ce sont l'ensemble de ces personnes. Donc ça représente le nombre de personnes qui a consommé des substances psychoactives. Sur cette figure, il y a le terme drogue, mais maintenant vous savez à quoi ça correspond. Et en rouge, eh bien, c'est la proportion de personnes parmi celles qui ont consommé une substance psychoactive au cours de l'année. Donc en rouge, ce sont celles qui souffrent de troubles liés à cet usage. D'accord ? Donc ça fait une petite partie. Mais malgré tout, il y a des personnes qui souffrent, qui ont des conséquences néfastes associées à l'usage de ces substances psychoactives. Et parmi celles qui sont en rouge, eh bien, il y en a 1 sur 6 qui suit un traitement en lien avec la consommation. D'accord ? Donc là, cette notion de conséquences néfastes, cette notion de risque associé à l'usage de substances psychoactives, c'est un fil conducteur qui va guider tout le reste de ma présentation. Alors, si on s'intéresse aux données françaises, les substances psychoactives les plus fréquentes en France, je pense que j'aurais pu ne pas vous afficher l'image, vous auriez été capable de me répondre. En premier lieu, l'alcool, le tabac et le cannabis. Voilà. Donc, en nombre de personnes, les autres substances, la cocaïne, l'ecstasy, l'héroïne, eh bien, ça concerne beaucoup moins de monde, bien sûr, que l'alcool ou le tabac, ou même que le cannabis. Alors maintenant, quand on parle d'usage de substances psychoactives, il y a une histoire dans l'usage de substances psychoactives. Le premier usage, tous les usagers de drogue ont un premier usage. Leur histoire avec les substances psychoactives peut s'arrêter là, après le premier usage. Donc c'est ce qui est figuré sur ce schéma. Donc il peut y avoir un premier usage qui est unique et c'est une expérimentation. D'accord ? Un usage une fois au cours de la vie qui s'arrête juste après.
ce premier usage peut être suivi d'autres. Et là, donc, on n'est plus dans l'expérimentation, on est dans un usage répété. L'usage répété peut se poursuivre par un arrêt. L'usager peut décider à un moment donné d'arrêter. Comme il décide de renouveler les prises, il peut décider à un moment donné d'arrêter de consommer des substances psychoactives. Là, c'est lorsque cet usage répété est non problématique. Il peut y avoir des usages répétés problématiques sans que l'on soit encore dans un usage compulsif, mais j'y viendrai après. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la partie droite, l'usage répété non problématique, qui peut être arrêté à n'importe quel moment sur la décision du consommateur lui-même, cet usage répété, à un moment donné, il peut devenir un usage compulsif. C'est là où ça commence à devenir problématique. Cet usage compulsif, c'est l'impossibilité, l'incapacité à s'arrêter quand on a envie de le faire. D'accord ? Donc là, on se retrouve, c'est ce qui est représenté par ce cycle, ce qu'on appelle le cycle de l'addiction. On a un usage compulsif qui s'accompagne de dommages. D'accord ? Donc là, on est dans un usage répété problématique. Il y a des dommages qui vont amener la personne à avoir vraiment une volonté de sevrage, mais ce sevrage, des périodes de sevrage vont être systématiquement soldées par un échec du sevrage et par ce qu'on appelle une rechute, donc d'où ce cycle. Et pourquoi il y a systématiquement une rechute ? Eh bien parce que les substances psychoactives et le fait d'être privé de ces substances, quand on en est à ce stade-là dans l'histoire de la consommation, eh bien, donc je disais, le fait de s'arrêter de consommer ces substances, ça engendre ce qu'on appelle un craving, c'est-à-dire une envie, un désir irrépressible contre lequel c'est très difficile de lutter, donc un désir irrépressible de consommer la substance. Et ça, eh bien, malgré le fait que la personne qui consomme sache très bien que le fait de consommer à nouveau, ça va de nouveau engendrer des dommages. D'accord ? Mais malgré tout, il y a ce cycle qui se poursuit. Donc, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'addiction. Alors, on revient sur les notions, les définitions, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, l'usage, sans forcément parler du cycle de l'addiction, un usage de substances psychoactives, même le premier, même l'expérimentation, même le premier usage, peut se solder par des complications. Ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'un seul usage qu'il n'y aura pas de problème. D'accord ? Là, on n'est pas égaux. Ça dépend des produits, ça dépend du contexte, ça dépend de l'individu, ça aussi j'y reviendrai. Et donc, au premier usage, et à n'importe lequel des usages, eh bien, il peut y avoir une toxicité aiguë associée à cet usage-là en particulier. Tout usage répété peut engendrer une toxicité chronique. Donc, il y a des complications sur le court terme ou sur le long terme. Et puis, bien sûr, un des risques de l'usage de substances psychoactives, c'est ce dont je viens de parler juste avant, c'est-à-dire l'addiction, le risque d'addiction. Tout usage, c'est une prise de risque. Tout usage de substances psychoactives, c'est une prise de risque. Quand on parle d'addiction, il faut garder à l'esprit que l'addiction, c'est un état pathologique, classé comme maladie chronique. Mais, à l'inverse, tout usage problématique n'est pas une addiction. Donc une addiction, c'est forcément un usage problématique, avec difficulté de se sevrer. Par contre, tout usage problématique n'est pas forcément une addiction, puisqu'un usage problématique peut être lié à la toxicité aiguë, à la toxicité chronique, notamment, pour faire vraiment des choses, pour vous dire des messages très schématiques. Alors, donc, ces fameuses définitions de mésusage, abus, addiction, et je vais, pour les définir, me centrer sur des problématiques d'abus de mésusage et d'addiction à des médicaments. Donc, les médicaments psychoactifs, vous le voyez au centre de cette figure. Donc, on a d'abord en haut mésusage et usage détourné. À quoi ça correspond ? Donc, le mésusage, c'est défini par une utilisation non conforme aux recommandations.
Est-ce que vous savez ce que ça veut dire RCP? D'accord. Résumé des caractéristiques du produit. Quand un médicament obtient son AMM, eh bien, donc ce qui définit le cadre de cet AMM, c'est le RCP. Vous avez une présentation des indications de la composition du médicament, des propriétés pharmacologiques, pharmacodynamiques, pharmacocinétiques, les effets indésirables, etc. Donc, tout ce qui est en dehors du champ, en dehors du cadre prévu par l'AMM, c'est en dehors du RCP. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Et ça correspond à un mésusage. Donc là, on peut avoir une voie d'administration qui n'est pas celle prévue par l'AMM, typiquement l'injection intraveineuse de comprimés qui sont normalement faits pour être pris par voie orale, d'accord, ou par voie sublinguale, ou alors des comprimés qui sont pilés puis sniffés. Donc là, on a un recours à une voie d'administration qui n'est pas celle prévue par l'AMM, donc ça rentre, c'est ce qu'on appelle un mésusage d'un médicament. Ou alors, ça peut être aussi l'utilisation de ce médicament à des doses trop élevées ou alors pendant une durée trop longue. Il y a des médicaments dont la durée de prescription et donc d'utilisation est restreinte dans le temps. Et quelqu'un qui va utiliser ce médicament pendant des années, eh bien, c'est quelqu'un qui mésuse son médicament. Est-ce que vous avez des exemples de médicaments qui peuvent être utilisés comme ça plus longtemps que ce qu'il faudrait? Alors le Doliprane, non. Enfin, il peut être utilisé, bien sûr. Oui. Mais je reviens en arrière pour ma question. Pour les produits psychoactifs, donc ils peuvent faire l'objet d'une pharmacodépendance. Oui. 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 Oui, des opioïdes. Donc c'est l'exemple que j'ai choisi aujourd'hui. Donc on va beaucoup parler d'opioïdes. Oui, très bien. Moi je pense à une autre classe de médicaments. Oui. Non. Je pensais aux benzodiazépines. Ça vous parle, les benzodiazépines? Non, pas forcément. Enfin, je vois beaucoup de oui, comme ça, avec la tête, derrière le masque. Donc les benzodiazépines, ce sont des médicaments qui sont utilisés comme anxiolytiques ou comme hypnotiques et donc qui agissent sur le système nerveux central pour, contre l'anxiété et pour les troubles du sommeil, qui normalement doivent être prescrits pendant une durée de 3 mois. Hein, c'est prévu dans le cadre de l'AMM. Sauf que ce sont des médicaments qui sont à risque d'abus et de dépendance. Et donc, il y a énormément de patients qui utilisent ces médicaments au long cours, pendant plusieurs années, pendant plusieurs dizaines d'années. Donc, peut-être que vous avez dans votre... Enfin, souvent, quand on pose la question dans les amphis, même à un jeune public, les étudiants connaissent parce qu'ils ont dans la famille quelqu'un qui consomme une benzodiazépine depuis des années qui n'arrive pas à l'arrêter. Le sevrage est possible, même s'il est parfois compliqué. Bon, voilà. Donc je referme cette parenthèse. L'usage détourné maintenant. Usage détourné, détournement de médicaments, c'est une utilisation volontaire à des fins autres que médicales. Donc là, c'est le contexte de l'usage. On n'est pas dans les modalités de l'usage comme pour le mésusage. Le détournement, c'est la motivation à consommer. Qu'est-ce qui amène la personne à consommer ce médicament? Donc ça peut être, si ce n'est pas des raisons médicales, thérapeutiques, ça peut être des raisons récréatives. Recherche, vous m'avez cité les opioïdes, donc ça peut être la recherche des effets euphorisants des opioïdes, alors que normalement les opioïdes, en thérapeutique, on les utilise pour quoi? Voilà, contre la douleur, effectivement. Ce sont des antalgiques. Deuxième exemple de motivation non médicale à consommer des médicaments, la recherche d'une amélioration des performances, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. Donc ça, c'est un détournement de médicaments. Et enfin, le dernier exemple que j'ai choisi, donc une motivation délictuelle ou criminelle,
ce qu'on appelle la soumission chimique. Donc ça, vous avez peut-être aussi entendu parler, très probablement. Hein, ça vous dit quelque chose, ça? À quoi ça peut correspondre, cette utilisation de médicaments à des fins criminelles? Oui. Alors ça, c'est le deuxième point. Amélioration des performances physiques ou intellectuelles. Vous allez avoir, pour courir plus vite, vous allez avoir un excellent cours de Dr Anna Sénard dans quelques jours sur le dopage. Donc aujourd'hui, on n'en parle pas. Même si, bien sûr, les mêmes substances peuvent être utilisées. Hein, d'accord ? Non, pour le dernier point. Donc la soumission chimique, c'est lorsque vous êtes en soirée, on répète souvent de garder toujours son verre sous les yeux, hein, à portée, pour éviter que quelqu'un ne mette un médicament, un produit à l'intérieur. Donc voilà, je profite de ce cours pour le rappeler. Attention, on ne quitte jamais son verre quand on est en soirée à cause du risque de soumission chimique. Donc ça peut être, c'est l'objectif, c'est de mettre la victime dans une position de fragilité, de vulnérabilité pour récupérer un numéro de carte bleue, par exemple, ou alors à des fins de soumission sexuelle. Alors j'en arrive maintenant au dernier mot de la liste pour cette diapo-là, c'est l'abus. Donc l'abus ressemble un petit peu à la définition du mésusage, mais la particularité pour l'abus, c'est qu'il y a la notion de conséquences néfastes de l'usage abusif sur la santé. D'accord ? Quand il y a des complications, eh bien on parle d'abus. Quand il y a des conséquences sur la santé, hein, on parle d'usage abusif. Alors ces notions-là, elles commencent à être un petit peu désuètes mais malgré tout, c'est quand même important de savoir que ce type de modalité d'usage existe. Et pour bien comprendre les termes qu'on utilise, qu'on utilise aujourd'hui, donc qui sont plus modernes, eh bien, il faut quand même connaître les bases. Donc là, vous connaissez les bases, mésusage, usage détourné et usage abusif. Le dernier, le vrai dernier cette fois, donc c'est le terme pharmacodépendance, c'est quand même le titre du cours, donc c'est bien qu'on en parle. La notion de pharmacodépendance renvoie à un ensemble de critères comportementaux. Donc sur la diapo d'après, j'ai la définition précise et entière, donc vous pourrez, sur laquelle vous pourrez vous poser quand vous serez chez vous. Enfin, je reviendrai après. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette définition, c'est qu'il y a la notion de la perte de liberté de s'abstenir. Rappelez-vous tout à l'heure, quand je vous ai présenté le cycle de l'addiction, je vous ai dit il y a un moment donné où on bascule de l'usage répété après lequel on peut s'arrêter à n'importe quel moment à l'usage compulsif où là c'est très très compliqué de s'arrêter. D'accord ? C'est la notion de la perte de la liberté de s'abstenir. Cette phrase est très forte et en même temps c'est une image que je trouve très parlante et voilà pourquoi j'insiste un petit peu dessus. Donc la définition, je vous l'ai promise. Je vais vous la lire. Donc c'est un ensemble de phénomènes, mais ne la notez pas, hein, s'il vous plaît. C'est un ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs, physiologiques, dans lesquels l'utilisation d'une ou de plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire et dont les caractéristiques essentielles sont le désir obsessionnel de se procurer et de prendre là où les substances en cause. D'accord ? Donc là-dedans, on voit la notion de désir, le désir obsessionnel, donc cet usage compulsif, puis je vous ai parlé aussi du craving, donc l'envie irrépressible de se procurer la drogue et de la consommer. Et ce que je trouve aussi intéressant dans cette définition, c'est qu'on voit bien que le désir obsessionnel, il n'est pas seulement axé sur la consommation de la drogue. Hein, c'est se procurer et prendre la substance.
Bon, voilà, donc ça, c'est la définition de la pharmacodépendance. Pharmacodépendance, c'est un mot synonyme du mot addiction. D'accord, pharmacodépendance, addiction, ça veut dire la même chose. Je trouve ça aussi intéressant de vous citer la définition du dictionnaire de langage courant, pas un dictionnaire médical. Et dans ce dictionnaire, on trouve au mot addiction la définition suivante, terme dérivé de l'anglais, terme médiéval qui désigne la servitude où tombe un vassal incapable d'honorer ses dettes envers son suzerain. Donc là, le vassal et le suzerain, si ça vous dit quelque chose, c'est plus frais pour vous que pour moi. C'est le Moyen-Âge, hein, d'accord ? Donc l'état de... Enfin, plus c'est écrit, terme médiéval, excusez-moi. Donc l'état de servitude où tombe un vassal incapable d'honorer ses dettes, eh bien ça renvoie, là où ça aussi c'est très fort, hein, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, la perte de la liberté de s'abstenir. Hein, d'accord ? Bon, et puis, donc, comme je vous le disais, addiction, c'est synonyme de pharmacodépendance, donc c'est dépendance à l'égard d'une substance, mais aussi par extension d'une pratique ou d'une situation sociale. Et à ce moment-là, on parle aussi de conduite addictive. Vous aurez, puisqu'on parlait du sport et du dopage, donc quand vous aurez le cours sur le dopage, vous aurez les définitions dopage, conduite dopante. Donc on peut faire le parallèle avec addiction, conduite addictive. Le sport pouvant être, faisant partie plutôt des conduites addictives. Et enfin, le terme toxicomanie, donc là, c'est maintenant un terme désuet qu'on n'utilise plus du tout. La raison, c'est parce que le mot toxicomanie ou toxicomane renvoie à des représentations négatives, donc des représentations péjoratives du sujet utilisateur de drogue, hein, puisque le mot toxicomanie, ça renvoie plutôt à l'héroïnomane, injecteur, un intraveineux. Et c'est donc une vision, une représentation négative des problématiques d'addiction et des troubles de l'usage en général. Là, quand on utilise le terme toxicomanie, ça renvoie moins à la notion de maladie chronique que j'ai évoquée tout à l'heure. Hein. L'addiction, c'est classé parmi les maladies mentales. Et toxicomanie, ça renvoie à des notions qui sont autres que l'aspect médical. Et donc aujourd'hui, on oublie ce terme-là. Alors, quand on parle d'addiction, de pharmacodépendance, eh bien, il faut savoir que nous ne sommes pas égaux. Ça fait 2 fois que je le dis. Nous ne sommes pas tous égaux. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une addiction ? Eh bien, il faut la rencontre entre plusieurs phénomènes, plusieurs événements. Il y a bien sûr la rencontre entre un individu et une substance ou un produit. Donc, en fonction des caractéristiques intrinsèques de la substance, eh bien, la personne qui consomme va être plus ou moins à risque de développer une dépendance. Donc, il y a les propriétés de la substance, la nature de cette substance. Il y a aussi les caractéristiques propres de l'individu avec des vulnérabilités, on va le voir, hop, ici. L'âge, l'histoire de vie, certains traits de personnalité, des antécédents de pathologies psychiatriques, par exemple. Et puis, enfin, le dernier élément, peut-être parfois auquel on oublie de penser, c'est le côté contexte, environnement. L'entourage familial ou l'entourage en général, donc la pression des pairs. Quand on appartient à un groupe, eh bien pour rester dans ce groupe, pour garder l'appartenance au groupe, eh bien un jeune ou un individu, jeune ou moins jeune, peut être tenté, peut se sentir sous pression pour donc rester avec ce groupe, eh bien de recourir aux mêmes pratiques que les autres membres du groupe. Donc ça peut être, il y a quelques années, dans les exemples qu'on pouvait citer pour illustrer ça, c'est l'initiation à la cigarette, pas électronique, ça n'existait pas encore, mais voilà, arriver
à l'adolescence, eh bien, pour rester dans le groupe, quand tous les copains se mettent à fumer, si on veut garder ses copains et rester avec eux, eh bien, on se met à fumer aussi. Voilà, donc ça, la pression des pairs. Et puis le milieu socio-économique, ça peut jouer dans les deux sens, c'est-à-dire que quand on est issu d'un milieu défavorisé, peut-être que recourir à des substances psychoactives, ça permet d'oublier les difficultés du quotidien. Et à l'inverse, quand on est d'un milieu socio-économique aisé, c'est plus facile pour se procurer des drogues qui coûtent de l'argent. Hein, d'accord ? Donc voilà, donc il y a aussi la dimension environnement. Donc c'est une triade, substance, individu et environnement. Les dimensions maintenant de la pharmacodépendance. Alors il y a les dimensions psychiques et physiques, même si j'aime pas trop cette dichotomie. Donc il y a l'aspect action au niveau du psychisme, avec ce qu'on appelle le renforcement positif. Je vais le détailler un petit peu plus juste après. Donc le renforcement positif, c'est induit par la substance, c'est ce qui se passe dans le cerveau, qui va faire que la personne qui consomme va ressentir du plaisir et va avoir envie de renouveler l'expérience. Voilà, en résumé, c'est comme ça qu'on peut le dire. Donc c'est le renforcement du comportement motivationnel. Ces effets sur le psychisme, ça peut engendrer des troubles de l'humeur, une irritabilité qui peuvent être très importantes, hein, rappelez-vous la définition de la pharmacodépendance que je vous ai lue. Donc ce désir obsessionnel de se procurer, de prendre la substance, ça a pour effet de se couper, de s'isoler du milieu social, donc de sa famille, de ses amis, de ses collègues, avec des conséquences qui peuvent être très importantes. Et au niveau physique, eh bien, au-delà de la dimension psychique, eh bien, les substances psychoactives, elles agissent bien sûr sur le cerveau, mais elles ont aussi des récepteurs ailleurs dans l'organisme. Et l'activation de ces récepteurs peut engendrer des signes physiques. Et lorsque la personne est privée des effets de la substance, elle ressent un manque qu'on appelle le syndrome de sevrage. Alors, il n'y a pas de dépendance physique avec la cocaïne qui agit exclusivement sur le cerveau. Mais ça ne veut pas dire que le sevrage de la cocaïne est facile. Pas du tout. Alors, quand on parle de la dimension physique de la pharmacodépendance, bien sûr, on parle du sevrage, mais il y a aussi la notion de tolérance pharmacologique. La tolérance, ce n'est pas le fait de tolérer, hein, c'est pas du tout la même, ça ne renvoie pas à la même notion. Autrefois, le mot tolérance se disait l'accoutumance, c'est peut-être un petit peu plus parlant, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une administration répétée d'une substance psychoactive, mais d'une façon générale de n'importe quel médicament, donc l'utilisation en chronique, va faire que l'organisme va s'adapter à cette utilisation chronique qui n'est pas naturelle. Et donc, progressivement, ce qu'on observe lors de toute administration répétée, c'est une diminution de l'efficacité. Et donc, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est augmenter les doses pour observer le même effet que celui qui avait été observé lors des premières prises. Alors, j'en arrive maintenant à l'aspect mécanisme. Donc, pour ce chapitre-là, qui va être beaucoup plus court que le premier, c'est ce qu'on appelle la neurobiologie des addictions. Donc on va aller plonger dans le cerveau et plus précisément, on va s'intéresser au circuit de la récompense. Donc le circuit de la récompense, c'est si on veut le décrire par les zones anatomiques qui sont impliquées, c'est le circuit mésocortico-limbique. Le circuit de la récompense, le circuit mésocortico-limbique. Qu'est-ce qui se passe ? Quand le circuit de la récompense est activé, eh bien, il se produit ce qu'on appelle une gratification ou récompense, c'est pour ça qu'il s'appelle le circuit de la récompense.
Ça signifie qu'il y a une information qui est transmise dans le cerveau, qui est ressentie, interprétée comme une sensation agréable, source de plaisir. Et c'est le fait d'avoir cette récompense, cette gratification, qui va faire que la personne va enregistrer la prise de la substance psychoactive, va l'associer, plutôt que l'enregistrer, va associer cette prise de substance à quelque chose d'agréable. Et ça va motiver à renouveler l'expérience. Voilà, donc la motivation à rechercher les effets psychoactifs, donc à la motivation à consommer à nouveau. Donc, lorsque dans toutes les pas les étapes, mais dans toutes les situations de vie courantes qui nous procurent du plaisir, eh bien, vous saurez maintenant que c'est parce que votre circuit de la récompense, votre circuit mésocortico-limbique est activé. Alors maintenant, si on creuse un petit peu plus au niveau pharmacologique, eh bien, ce qui se passe, c'est que pour qu'il y ait cette transmission de l'effet plaisant et son interprétation, cela signifie qu'il y a une libération d'un neurotransmetteur. Ce n'est pas le seul, mais le principal impliqué, c'est la dopamine. Donc la dopamine, c'est le principal neurotransmetteur impliqué dans la transmission neuronale source de plaisir. Il y a aussi d'autres systèmes d'autres systèmes dont l'activation va participer à l'obtention des effets recherchés par le consommateur, et d'autres, par contre, vont correspondre à des effets indésirables, qui ne sont pas du tout recherchés par le consommateur, mais qui existent quand même. On ne peut pas choisir. Alors, comme je vous le disais, donc je vais peut-être avoir besoin de la souris, comme je vous le disais, les bases neurobiologiques de la récompense, eh bien, là on est au niveau du cerveau, dans le circuit cérébral mésocortico-limbique. Et cela fait intervenir plusieurs zones anatomiques du cerveau. Donc si on zoome un petit peu l'image, vous voyez ici, je vais me déplacer. Donc vous voyez ici ATV, ça veut dire aire tegmentale ventrale. Dans cette aire tegmentale ventrale, il y a des noyaux, des noyaux de neurones qui vont émettre des afférences vers diverses zones du cerveau. Donc dans ces différentes zones du cerveau, il y a en premier lieu ce qu'on appelle le noyau accumbens, qui est là, en rouge, le noyau accumbens, qui est la zone dans laquelle est intégrée la valeur hédonique pour source de plaisir. Donc là, c'est là où sont intégrés où est intégrée la valeur hédonique d'un stimulus et la motivation, d'accord ? Donc c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le renforcement positif. Donc à la fois l'intégration du plaisir, de la gratification ou récompense, et la motivation à renouveler l'expérience. Donc ça, c'est dans le noyau accumbens. Aire tegmentale ventrale et noyau accumbens, ce sont des zones vraiment centrales dans le circuit de la récompense. Mais il y a d'autres acteurs qui interviennent. Par exemple, l'amygdale, qui n'a rien à voir avec les amygdales, évidemment. Donc l'amygdale cérébrale est impliquée dans l'intégration des émotions associées à ce fameux stimulus. Et puis il y a aussi l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la zone du cerveau qui va enregistrer, qui va mémoriser l'ensemble des sensations associées à la prise de la substance. Et enfin, on voit la zone en rose, là, tout au bout, c'est le cortex préfrontal. C'est la zone de prise de décision qui va faire que l'individu autocontrôle, en quelque sorte, sa prise de substance.
Alors en réalité, au fur et à mesure de l'histoire de la consommation de substances psychoactives, eh bien, je vous ai montré tout à l'heure un petit peu le schéma assez classique qui finit par le cycle de l'addiction. Eh bien, dans cette histoire de la consommation, eh bien, on a la fameuse perte de liberté de s'abstenir. Et à quoi c'est dû ? C'est dû au fait qu'il y a des adaptations qui se passent dans le cerveau, des modifications du fonctionnement du cerveau, qui vont faire que cette zone, en particulier de prise de décision dans le cortex préfrontal, va être altérée. Et donc, l'individu croit qu'il est maître, c'est lui qui décide la prise de substance, alors qu'en réalité, il y a eu une perte de contrôle. Alors si on regarde en zoomant un petit peu plus, là vous avez le schéma d'un neurone dopaminergique. Vous voyez ici le corps cellulaire avec ici la terminaison synaptique. De ce côté-là à gauche, on est dans l'aire tegmentale ventrale et ici c'est le noyau accumbens. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'il y a d'autres neurones qui interviennent et qui vont soit activer ou soit inhiber par le GABA ou par le glutamate. Ce n'est pas ça qui m'intéresse pour aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de vous illustrer ça. Quand il y a une activation au niveau de l'aire tegmentale ventrale de ces neurones dopaminergiques, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'activation induit ici à la terminaison axonale, oui, au niveau de la synapse, une libération de dopamine, vous voyez, DA, dopamine, et cela se termine par la récompense ou gratification, en tout cas interprétée comme telle par le cerveau. Alors si on revient à l'exemple que je vous disais, enfin c'est pas l'exemple, on n'y est pas encore, mais l'installation d'une pharmacodépendance dans le cas particulier où la substance psychoactive qui est consommée, c'est un médicament. Il y a plusieurs cas de figure, principalement deux. D'abord, c'est d'emblée, le médicament, il est consommé à des finalités autres que thérapeutiques, autres que médicales, c'est-à-dire une personne qui recherche les effets psychoactifs du médicament et qui ne consomme pas ce médicament parce que le médecin le lui a prescrit. D'accord ? Donc c'est un détournement médicamenteux, si vous vous rappelez la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc là, premier cas de figure pour l'installation d'une pharmacodépendance, c'est le détournement d'un médicament à des fins autres que médicales. C'est la définition du détournement. Donc là, l'individu, le consommateur, va volontairement détourner le médicament de son utilisation thérapeutique. Deuxième cas de figure, c'est que c'est des individus, des patients, qui sont pris en charge par leur médecin pour une indication thérapeutique qui peut être variée. Et au départ, ces personnes consomment le médicament parce que le médecin le leur a prescrit. Donc, sur prescription médicale, par exemple dans le cadre d'une douleur, donc le patient, pour soulager cette douleur, eh bien, on lui prescrit un médicament antalgique. Et là, le problème, c'est que l'installation de la pharmacodépendance, dans ce cas-là, peut être, elle est qualifiée d'insidieuse parce que c'est pas évident d'arriver à faire la part des choses entre un patient qui continue à se plaindre de douleur ou d'un mal-être en général, et à ce moment-là, ça peut être interprété comme le fait, et ça peut venir de là, que le patient il a besoin de poursuivre son traitement. D'accord ? Voilà, donc il y a une poursuite de la prescription médicale. Mais le mal-être ressenti par le patient peut être lié au fait que progressivement, il y a une dépendance qui s'est installée. Et donc, quand il est privé des effets du médicament, c'est plus la douleur initiale qu'il ressent, mais ce sont les effets du manque. Et c'est là où c'est dangereux, et c'est pour cela que c'est dangereux. C'est là où il faut être vigilant, et c'est pour cela qu'on parle d'une installation insidieuse. Parce que c'est un moment clé
où il faut être particulièrement vigilant avec les patients. Et vous, en tant qu'infirmier, eh bien, vous serez parmi les acteurs en première ligne pour repérer ça. Et donc, l'exemple que j'ai choisi pour illustrer ça, c'est l'exemple des antalgiques opioïdes. Alors, les opioïdes, qu'est-ce que c'est ? Vous avez une image là-haut. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que représente cette image ? C'est une plante, très bien. C'est le... j'entends... Alors oui, c'est ça. Exactement. Papaver somniferum en latin. Donc, c'est un pavot à opium. Et donc, on voit là qu'il s'écoule un latex de cette plante. Et cette substance, elle est riche en composés chimiques qui sont pharmacologiquement actifs, qu'on appelle des alcaloïdes. Et parmi ces alcaloïdes, ceux qu'on retrouve en plus grande quantité, ce sont la morphine et la codéine notamment. La morphine, ça correspond à quoi ? Vous devez connaître. C'est un opiacé, un médicament opiacé. Donc on dit opiacé parce que c'est un dérivé de l'opium, d'accord ? C'est un dérivé de la plante naturelle. Donc la morphine, c'est un opiacé. La codéine, c'est aussi un opiacé. Par contre, tous les dérivés synthétiques ou semi-synthétiques, on ne parle pas d'opiacés, mais d'opioïdes. Voilà. Donc, les opioïdes, à définition. Donc, au sens large, le mot opioïde désigne toute substance qui se lie à un récepteur des opiacés. Et donc, en général, on dit des récepteurs opioïdes. Comme ça, on ne se trompe pas. Mais voilà, les opioïdes, c'est toute substance qui se fixe sur un récepteur opioïde. Et les opiacés, ce sont des substances qui se fixent sur un récepteur opioïde et qui est d'origine naturelle, extrait de la plante. Alors, il me paraissait intéressant de vous parler de l'information que le grand public a sur des thématiques de santé. Là, en l'occurrence, vous en êtes au tout début de votre formation, donc peut-être que vous avez connaissance probablement, vous avez connaissance de ce type d'information. La crise des opiacés, c'est plus juste de parler de crise des opioïdes par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Mais bon, voilà. Donc là, vous voyez, c'est un extrait d'un journal, c'est Le Monde, paru le 29 novembre 2018. L'espérance de vie continue de baisser aux États-Unis à cause de cette crise des opioïdes. Donc c'est quelque chose de terrible, évidemment. Et puis là, je vous ai mis l'image... Oula, je vais éviter de tomber. Je vous ai mis l'image d'un reportage d'Envoyé spécial que vous avez peut-être vu sur justement la crise des opioïdes aux États-Unis. Je ne sais pas si ça vous parle. Si vous avez l'occasion et s'il est encore disponible, vous pouvez le regarder. Ça vous donnera une idée de ce à quoi correspond la crise des opioïdes. Et justement, il se trouve que ce soir, sur France 5, il y a un reportage aussi qui parle des opioïdes. Et voilà, donc 22 septembre, ça fait tilt dans mon cerveau quand je préparais ce cours, donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de regarder ce reportage ce soir, 20h50, sur France 5. Et je crois que le titre, c'est les opioïdes, poison ou médicaments ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas s'il est bien fait, mais voilà. Alors, donc j'en reviens à la diapo de tout à l'heure. Pour continuer la définition, donc je vous ai dit que les opioïdes se lient au récepteur des opioïdes. Là, on voit une représentation d'un récepteur avec le ligand qui est la morphine. Et la liaison de la morphine sur son récepteur opioïde induit des effets analgésiques, une euphorie. Ça, c'est pour l'aspect système nerveux central, mais aussi en périphérie, je vous le disais tout à l'heure,
les substances psychoactives, elles agissent sur leurs récepteurs qui sont localisés dans le cerveau, mais il peut y avoir, et c'est quasiment toujours le cas, des récepteurs ailleurs dans l'organisme. Et donc pour les récepteurs opioïdes, on en retrouve au niveau du système digestif, et l'activation de ces récepteurs induit une constipation. La prise chronique de médicaments opioïdes, ça peut engendrer une constipation sévère avec des conséquences extrêmement préoccupantes pour la santé des personnes concernées. Il y a aussi des récepteurs au niveau de l'œil. Donc l'effet, c'est un myosis. Myosis, ça veut dire quoi? Un peu plus fort, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est une diminution du diamètre de la pupille. Très bien. Et puis, un effet sédatif avec altération de la vigilance qui peut aller jusqu'au coma. Et également des effets respiratoires, non pas parce qu'il y a des récepteurs opioïdes au niveau du système respiratoire, mais parce qu'il y a des récepteurs opioïdes dans les centres nerveux qui contrôlent la respiration. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être, il y a des médicaments à base d'opioïdes qui sont utilisés comme antitussifs. Vous le savez ça? Non? Vous connaissez les sirops de codéine? Ah, ça sert à quoi un sirop de codéine, à part faire des soirées? Il ne faut pas le faire. Donc, les sirops de codéine sont des sirops antitussifs. Mais avec la problématique du purple drunk, bon là maintenant vous êtes petit, c'était il y a 3 ans, en 2017, il y a eu des cas, enfin on n'en a observé pas qu'en 2017, mais en tout cas en 2017, il y a eu au moins quelques décès chez des jeunes adolescents. Et donc depuis, il y a eu un durcissement des conditions d'accès à ce médicament qui ne peut plus être obtenu sans prescription médicale. C'est ça la raison, c'est parce qu'il y a eu des décès. Donc je ne dis pas à la légère qu'il ne faut pas en prendre, ce n'est pas une bonne idée. Alors les opioïdes, ça englobe des substances médicamenteuses, mais aussi des substances non médicamenteuses. Donc un petit florilège d'exemples. Là, vous avez un flacon d'héroïne, qui est un dérivé semi-synthétique de la morphine, et puis tout un tas d'exemples de médicaments que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà pris. Alors des opioïdes forts, l'oxycontin, donc c'est de l'oxycodone, la lamaline, et puis des médicaments, donc des sirops antitussifs, Tucidane ou Eufon, donc ce sont des sirops antitussifs à base de codéine, le tramadol, ça peut-être que vous en avez déjà pris, je ne sais pas, et l'imodium. L'imodium, c'est le nom de spécialité, le nom de DCI, c'est le loperamide. C'est un médicament opioïde qui est indiqué dans la diarrhée et qui est disponible sans ordonnance. Mais on ne sait pas forcément, enfin quand on est consommateur, on ne sait pas forcément que c'est un opioïde. Donc je vais passer peut-être un petit peu plus vite sur cette diapositive-là, parce qu'il y a pas mal de choses que je vous ai déjà dites. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les récepteurs opioïdes, il y en a de plusieurs sortes. Et bon, en général, moi, dans la réflexion que je vous ai faite, c'était je vous ai montré les effets induits par l'activation du récepteur opioïde mu. Voilà, mais c'est ce qui est sur cette diapo. Principalement action sur les récepteurs opioïdes mu. Et donc, on voit les effets induits par l'activation de ces récepteurs avec un risque important en cas de surdosage. Bien sûr, c'est donc la dépression respiratoire, diminution de la fréquence et de l'amplitude, l'altération de la vigilance pouvant aller jusqu'au coma, et donc la triade pour le toxidrome dû aux opioïdes, c'est la midriase bilatérale aréactive, donc avec la dépression respiratoire et le coma. Alors je vous ai préparé 3 petites vignettes cliniques
Donc des exemples qu'on a eus, nous, dans le service, en addictovigilance. Donc le premier, c'est le cas d'un homme de 39 ans. Donc là, c'est des cas très très pratiques, réels. Donc un homme de 39 ans qui a consommé du cannabis pendant 2 ans et qui a fait, à 38 ans, une dépression majeure. Et à ce moment-là, il lui a été prescrit des benzodiazépines. Lui-même a consommé de l'alcool, de la cocaïne, de la méthamphétamine, tout ça sans effet sur son humeur. Il s'est mis à acheter de l'héroïne sur Internet, qu'il a consommée par voie fumée, et ça lui a permis de se sentir très bien. Il a consommé cette héroïne pendant 1 mois, et il a développé des signes de sevrage. Il décrivait que sans héroïne, il consommait 4 comprimés par jour de dihydrocodéine, donc un médicament. Vous reconnaissez codéine dedans? C'est pas de la codéine, hein. Dihydrocodéine, c'est un dérivé. Ou alors 8 comprimés de paracétamol codéiné par jour. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est un patient, enfin un individu, qui consomme de l'héroïne et quand il n'arrive pas à s'en procurer, parce qu'il n'y en a pas sur le marché, parce qu'il n'a pas d'argent, etc., il gère les périodes de sevrage par des médicaments à base de codéine. Là, on n'est pas sur des sirops, ce sont des comprimés qui sont utilisés comme antalgiques de palier 2, donc voilà, de la codéine. Il décrit que sans héroïne, il n'a goût à rien. Il a dépensé pendant cette période, il consacrait 800 € par mois à cet usage. Il a fait 2 overdoses avec de l'héroïne qu'il avait achetée en promotion sur Internet. Et ça a engendré un arrêt de travail. Oui, c'est vrai que ça fait sourire, mais bon. Voilà. Donc, là, on est en plein dans la définition. Ce cas-là, il me paraît intéressant pour le cours d'aujourd'hui parce qu'il illustre très bien la définition de la pharmacodépendance. Comme je répète, c'est le titre du cours. Là, vous voyez, il dépense 800 € par mois pour se procurer de l'héroïne, la substance psychoactive dont il est dépendant. C'est une somme énorme. On ne connaît pas sa situation socio-professionnelle. Il a un arrêt de travail. Donc, voilà, le désir obsessionnel, ce besoin irrépressible de se procurer et de prendre la substance, eh bien, ça s'accompagne du fait que progressivement, la prise de la substance devient au cœur, au centre de la vie de l'individu. Tout le reste est moins important. Et donc, ça a des conséquences sociales extrêmement importantes. Donc là, la suite, peut-être que derrière, si ce genre de situation se multiplie, alors au-delà du risque pour sa santé, puisqu'il a fait 2 overdoses, eh bien, peut-être que si ce genre de situation se reproduit à force de faire des arrêts de travail, il va perdre son emploi, etc., etc. Deuxième cas de figure, c'est une femme de 37 ans qui se coince le doigt sur son lieu de travail. Donc c'est bête. Enfin, ça, au départ, c'est quand même un accident, un accident bête, on peut le dire. Il se trouve que cette personne est professionnelle de santé. C'est une infirmière qui s'est coincé le doigt dans un tiroir. Donc voilà, je considère que c'est un accident un petit peu bête. Mais comme elle est, de par sa profession, elle a accès plus facilement à des médicaments. Et du coup, elle a pris du Clipal en automédication. Le Clipal, c'est une association paracétamol et codéine, comme je ne vous l'ai pas dit, excusez-moi, paracétamol codéiné. Bon, paracétamol plus codéine, je pense que vous aviez compris. Mais le Clipal, c'est la même chose. Et quand elle prend du Clipal en automédication, elle se sent très vite soulagée. Elle a ce contexte professionnel stressant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la consommation a évolué assez rapidement dans les 7 mois qui ont suivi. Et après, pendant cette période, un jour, elle réalise qu'elle consomme 16 à 32 comprimés de Clipal, d'accord, par jour. Donc 16 à 32 comprimés par jour. Donc ça, il faut bien se dire que ce n'est pas la dose thérapeutique. Ça, premièrement. On voit, alors nous en addictovigilance, en général, quand on est informé des cas, c'est quand malheureusement la situation est compliquée à gérer.
Donc, on a comme ça des personnes qui vont consommer plusieurs dizaines de comprimés par jour. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut se les procurer. Bon, ça signifie bien sûr que la personne est dépendante, puisque s'il lui faut autant de comprimés, il y a une tolérance qui s'est installée. La tolérance, on augmente les doses pour observer, ressentir l'effet initial. Mais ça signifie aussi qu'il faut se les procurer, ces comprimés. Donc, comment est-ce possible? On va voir le médecin plusieurs fois, on insiste pour avoir des prescriptions, mais il ne veut peut-être pas, et puis peut-être que ça ne suffit pas. Donc, on va voir plusieurs médecins. Et puis, l'ordonnance, peut-être que ça ne suffit pas non plus. Donc, l'ordonnance, au lieu de la présenter à sa pharmacie, puis peut-être qu'à la pharmacie, ils ne veulent plus trop, au bout d'un moment, délivrer cette ordonnance. Donc, du coup, l'individu se met à aller voir plusieurs pharmacies dans lesquelles il présente la même ordonnance. Donc, ça signifie faire défaut. Voire même se met à rédiger lui-même des fausses ordonnances. C'est pas bien, hein, tout ça. Et ça prend du temps. D'accord? Donc là encore, je reviens, je fais le lien avec la définition de tout à l'heure, cette consommation de la substance qui devient hautement prioritaire dans la vie de l'individu. Et aussi la notion de la perte de la liberté de s'abstenir. Et vous voyez, dans la fin de cette vignette, là, pour cette dame, elle consommait à la recherche d'un effet boost. Donc on n'est plus dans la recherche du soulagement de sa douleur. Elle a été hospitalisée. Et la dernière vignette, donc après la prise en charge, c'est la même prise en charge thérapeutique que n'importe quel individu qui est dépendant. Tout à l'heure, je vous parlais de la vision péjorative des représentations négatives des sujets injecteurs d'héroïne, par exemple, les toxicomanes. Ce n'est pas un mot très joli, mais une personne comme cette femme de 37 ans qui a eu cet accident sur son lieu de travail, la prise en charge, c'est la même. Parce qu'au sens pharmacologique, ce qui se passe dans le cerveau, c'est exactement la même chose. Donc vous, en tant que professionnel de santé, là, vous en êtes vraiment au tout début de votre formation. Mais je pense que c'est vraiment important que déjà, vous ayez cette initiation quelque part, cette introduction au fait qu'il faut arriver à se défaire de des représentations qu'on peut avoir en tant qu'individu sur des sujets qui sont dépendants. Et parce qu'on entend souvent dire si lui, il n'arrive pas à se sevrer, c'est parce qu'il ne le veut pas. Quand on veut, on peut. C'est une question de volonté. Non, il n'y a pas que ça. C'est un petit peu plus compliqué. Et donc, il n'y a pas de différence entre le sujet injecteur d'héroïne par voie intraveineuse et quelqu'un qui, au départ, a pris, donc, ou comme elle a voulu soulager sa douleur, ou quelqu'un qui a eu une initiation par une prescription médicale et puis avec une entrée insidieuse dans la pharmacodépendance. La prise en charge doit être la même, et la façon d'accueillir et d'accueillir ces patients, c'est exactement la même. Dernière vignette clinique, c'est celle de Madame C, de 56 ans, qui consomme 40 comprimés de néocodion. Là encore, c'est des comprimés de codéine. Donc, depuis l'âge de 22 ans, elle a 56 ans, et elle recherche un effet stimulant antidépresseur. Donc, ce n'est pas du tout l'indication, puisque codéine, c'est indiqué comme antalgique ou comme antitussif. Elle a fait plusieurs tentatives d'arrêt qu'elle n'a pas réussi. Rappelez-vous le cycle de l'addiction, des périodes de sevrage qui sont suivies de rechutes à cause du craving. Et elle se présente en XAPA. Les XAPA sont des centres de soins en addictologie. Et donc voilà ce que je voulais vous illustrer. C'est pas parce qu'elle est dépendante à un médicament qu'elle va être accueillie différemment de quelqu'un qui est dépendant à une substance illicite. Voilà, ça fait vraiment partie des messages. Je sais que j'ai tendance à me répéter beaucoup, c'est volontaire, c'est à visée pédagogique, mais il y a des choses qui me paraissent vraiment importantes de souligner et sur lesquelles il me paraît important de revenir sans arrêt, ne serait-ce que pour que vous compreniez bien ce que c'est que la dépendance. Voilà. Donc vous pourrez dire qu'au moins vous avez compris le titre du cours d'aujourd'hui. Alors, donc, pour se sevrer, pour accompagner les sujets qui sont dépendants à des substances, qui ont des troubles de l'usage de substances,
eh bien, il existe des médicaments de substitution. En tout cas, alors j'ai dit des substances psychoactives, mais je ne suis pas assez précise pour les médicaments opioïdes, enfin pour toutes les substances opioïdes en général, et en particulier pour les médicaments opioïdes. Il existe des médicaments pour accompagner, pour aider au sevrage, qu'on appelle des médicaments de substitution. Ces médicaments-là ne sont pas efficaces avec la cocaïne, a priori, puisque le mécanisme d'action et la cible pharmacologique n'est pas la même. Ces médicaments, vous le voyez, c'est sur la diapositive, ils présentent les mêmes propriétés pharmacodynamiques que les substances psychoactives opioïdes qui sont à l'origine de la dépendance. Donc on substitue une dépendance avec une substance, qu'elle soit médicamenteuse ou pas, par un médicament qui agit de la même manière, sur les mêmes cibles pharmacologiques, c'est-à-dire que ce sont des agonistes opioïdes. Agonistes, ça veut dire qu'ils se fixent sur le récepteur et qui l'activent. L'objectif, c'est de supprimer les effets du sevrage, donc on supprime le syndrome de sevrage, et l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir une action sur les récepteurs qui est brève dans le temps, comme c'est le cas pour pas mal d'opioïdes, notamment de l'héroïne, et bien là, on va avoir une activation qui va être étalée, aplatie, sur le plus long cours, avec une prise de comprimé pour 24 heures. Donc, c'est le schéma qui est ici. On est, en fonction des moments de la prise du médicament, sur une concentration sanguine, vous voyez, c'est la concentration plasmatique du médicament, où on reste comme ça, dans ce qu'on appelle une zone de confort. Si on bascule sur un peu trop fort là, et un peu trop haut dans les doses, eh bien, on ressent l'euphorie. Donc là, ce n'est pas l'objectif thérapeutique de la substitution. Et puis, si on va trop bas, pas assez de médicaments dans le sang, eh bien, la personne ressent les effets du manque. Donc ça, c'est une vision de la cinétique du médicament de substitution qui vient donc contrer les effets comme ça en pic où se succèdent les périodes d'euphorie et risque de surdosage, bien sûr, mais les périodes d'euphorie et de manque. Voilà, l'idée par les médicaments de substitution, c'est de lisser cette courbe pour que la personne ne ressente pas les effets du manque, mais ne soit plus non plus, du coup, dans les effets recherchés dans le cadre d'une utilisation récréative. Donc là, dans ces conditions-là, à ces concentrations dans la zone qui est qualifiée ici de confort, eh bien, il n'y a pas d'effet renforçant positif sur le circuit de la récompense. L'objectif étant de ne pas générer d'euphorie. Et les risques sont réduits. Donc on est, avec les médicaments de substitution de la dépendance aux opioïdes, on est dans une approche de réduction des risques. Et puis l'accompagnement au sevrage, évidemment. Alors ces médicaments de substitution, il y en a 2 qui sont disponibles en France. La méthadone et la buprénorphine. La méthadone, c'est le même nom pour la molécule, le médicament, donc ce que vous devez connaître, ce qu'on appelle la DCI, la dénomination commune internationale. Donc c'est la méthadone pour la DCI et pour la spécialité. Elle existe sous forme de gélule ou de sirop, alors que la buprénorphine, ça c'est le nom de DCI, et la spécialité, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est le Subutex. Voilà, le Subutex. Alors vous le voyez là, la différence, c'est que la méthadone, c'est ce qu'on appelle un agoniste entier des récepteurs opioïdes. Donc quand la méthadone est fixée sur le récepteur, ça active le récepteur opioïde à son niveau maximum, comme le fait la morphine. La buprénorphine, c'est ce qu'on appelle un agoniste partiel. Donc agoniste, ça signifie qu'il se lie sur le récepteur et qu'il l'active. Mais la buprénorphine va activer le récepteur opioïde dans une moindre mesure par rapport à la méthadone ou à la morphine. Donc on a un effet qui est moins important. Les deux fonctionnent très bien en thérapeutique. Et puis là, le dernier, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, c'est la naloxone. La naloxone, si vous voulez, c'est un antidote. La naloxone se fixe sur les récepteurs opioïdes, mais ce n'est pas un agoniste, c'est un antagoniste. Sa liaison
sur le récepteur ne va pas engendrer d'activation du récepteur. Il ne se passe rien. Et donc, la naloxone va bloquer les effets induits par les opioïdes. Donc, quelqu'un qui est en situation d'overdose, en attendant les secours, il y a la possibilité, pour éviter les conséquences dramatiques, eh bien, on le met du coup dans une situation de sevrage brutal, mais au moins on lui sauve la vie. Voilà, donc ça c'est la naloxone. Donc voilà pour la deuxième grande partie de ma présentation. Et pour finir, donc c'est celle-là que je vais beaucoup réduire, mais c'est sans impact, je pense, sur votre formation, parce qu'à ce stade, vous en êtes donc au tout début, et la dictovigilance ou la pharmacovigilance, vous aurez l'occasion d'en entendre encore parler. Donc, quels sont les moyens, j'avais mis ça dans la diapositive du prologue, quels sont les moyens pour évaluer? Comment fait-on pour évaluer la pharmacodépendance? Eh bien, en France, nous avons un dispositif, un système d'addictovigilance. Addicto pour addiction et vigilance pour surveillance. Et donc, c'est une vigilance dédiée à l'abus, à la pharmacodépendance, au détournement des substances psychoactives, qu'elles soient médicamenteuses ou non, illicites ou non. Je vous ai dit tout à l'heure, les termes abus, mésusage, détournement, tout ça, c'est un petit peu désuet parce c'est un peu désuet, c'est peut-être un peu fort de le dire comme ça, mais aujourd'hui, on parle, dans les textes officiels, on parle plutôt de troubles de l'usage et on s'en fiche un petit peu des détails de l'origine du trouble de l'usage. Mais c'est quand même important, je vous le disais tout à l'heure, que vous sachiez à quoi renvoient ces notions parce qu'en fait, on les utilise tout le temps dans le langage courant. Donc la définition de l'addictovigilance, eh bien, c'est la pharmacodépendance, détournement médicamenteux et surveillance de l'abus. Voilà. La particularité et l'originalité du système français, c'est qu'on surveille toutes les substances psychoactives indépendamment de leur statut de médicament ou pas. Donc on a une approche qui est très globale et ça a du sens. La pharmacologie, donc les propriétés de chaque substance sont au cœur de notre évaluation, indépendamment du fait que c'est un médicament ou pas. Là, l'exemple dans l'actualité, c'est le cannabis qui était illicite, qui reste illicite, mais qui est aussi un médicament, puisque vous avez probablement entendu cette information. L'usage de cannabis thérapeutique va être expérimenté. Ça aurait dû être en septembre 2020. Ça a été décalé à cause de la crise sanitaire. Ça a été décalé en janvier 2021. Mais aujourd'hui, le cannabis, c'est un médicament. Voilà, donc vigilance méconnue, et pourtant elle nous concerne tous, donc ça c'est sûr. Et donc si dans votre activité professionnelle vous avez connaissance de cas d'addictovigilance, de problématiques de détournement de médicaments, d'un patient qui a des soucis, n'hésitez pas à téléphoner, à nous contacter par mail ou par téléphone, je vais vous donner toutes les coordonnées, pour nous poser vos questions ou pour nous déclarer des cas. Voilà, donc c'est le réseau français d'addictovigilance. Alors, réseau français d'addictovigilance, il n'y a aucune des lettres qu'on retrouve dans le logo, parce qu'avant de s'appeler addictovigilance, on était plutôt pharmacodépendance, donc CEIP, Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance. Et ça, on a gardé le vieux logo pour l'instant. Donc le réseau des centres d'addictovigilance, il recouvre toute la France, et à Toulouse, donc on est sur l'ancienne région Midi-Pyrénées, donc Occitanie-Ouest. On a perdu les départements de la Corrèze là, qui sont sur le dessus, donc aujourd'hui on recouvre vraiment l'Occitanie-Ouest. Et l'idée, le grand principe, c'est que les professionnels de santé déclarent des cas qu'on appelle la notification spontanée de cas d'abus et de pharmacodépendance. C'est codifié dans le Code de la santé publique. Donc tous les professionnels de santé qui ont connaissance d'un tel cas dans le cadre de leur exercice professionnel est tenu, donc c'est une obligation réglementaire, est tenu d'en informer le centre d'addictovigilance de son territoire.
Mais le problème, c'est qu'il y a une forte sous-notification. Et donc, le système français a développé des techniques alternatives pour essayer d'avoir accès aux cas qui ne lui sont pas déclarés et donc qui ne sont pas portés à sa connaissance. Vous allez voir pourquoi je vous présente ça. Du coup, je ne sais pas si je vais avoir le temps de... Enfin, c'est sûr, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais voilà, vous comprendrez l'essence. Donc là, cette corolle, là, cette fleur, c'est pour illustrer le principe du fonctionnement du réseau français d'addictovigilance. On a tout un tas d'interlocuteurs avec lesquels on travaille et chacun apporte sa part d'information sur les usagers, sur les structures de soins, les professionnels de santé évidemment, les différentes bases de données de santé, de remboursement, etc., de recours aux soins, mais aussi la police, la justice, on travaille avec des saisies ou les trafics de drogue, donc dans ce cadre-là avec la police ou la justice. Et donc ces outils, ces différentes interactions avec les partenaires que je viens de citer, ont amené le réseau à développer des outils, et notamment un outil qui est axé sur la surveillance des fausses ordonnances qui sont présentées en pharmacie d'officine. Et voilà, donc il y en a d'autres. Ordonnance suspecte, vous le voyez, c'est OSIAP, peu importe les noms, hein, ça, voilà, c'est pas grave. Mais on a aussi des outils qui s'intéressent plutôt au décès en relation avec l'usage de médicaments ou d'autres substances. Voilà, tout un tas d'outils. Là, la liste est loin d'être exhaustive. Donc j'avais prévu de vous présenter quelques diapositives pour vous raconter les contextes des diapositives avec des fausses ordonnances, pour vous raconter un petit peu le contexte. Donc là, on a une ordonnance avec du zolpidem et on retrouve le clipalcodéine pris par l'infirmière tout à l'heure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne avait un comportement un peu bizarre au comptoir. Le pharmacien a voulu contacter le prescripteur et il s'est rendu compte que le numéro de téléphone n'était pas attribué. Et donc, c'était une fausse ordonnance faite de toutes pièces. Voilà, et alors celle-là, c'est plus pour l'anecdote, parce qu'on n'en a pas souvent des comme ça, mais si vous regardez bien, donc là, c'est le centre de santé Léanax Ruston. Le prescripteur s'appelle Gainsbourg. Le patient, il porte le nom d'un rappeur américain qui a fait l'éloge du Purple Drunk. L'ordonnance n'est pas conforme avec la signature qui est tout en haut. Vous voyez, ça date de 2017, cette ordonnance-là. C'était un adolescent qui s'est un petit peu moqué de la tête des pharmaciens, mais ce n'est pas passé. Donc voilà, un homme qui s'est présenté. Là, l'ordonnance était très, très suspecte, plus que suspecte. Et il y avait aussi le comportement de la personne. Voilà, il a essayé de... Il n'a pas insisté, il voulait régler directement sans passer par la sécurité sociale. Voilà. Donc là, cette ordonnance n'a pas été délivrée, aucune de celles qu'on nous présente d'ailleurs. Et ce que je voulais vous dire, et j'en resterai là pour terminer, après il y aura une autre diapo, mais c'est la conclusion. Donc ce que je voulais vous dire pour terminer, je vous ai dit la codéine et la morphine, ce sont des alcaloïdes que l'on retrouve dans ce fameux latex de pavot à opium qu'on a vu tout à l'heure. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que la codéine, dans l'organisme, la codéine est métabolisée, ça signifie qu'elle est transformée sous l'action des enzymes hépatiques. La morphine est métabolisée la codéine est métabolisée en morphine, en partie. Parce que peut-être, je ne sais pas, peut-être que dans l'esprit des gens, se dire, mais moi si je prends de la codéine, c'est pas bien grave, alors que la morphine, ça fait peut-être plus peur. Je pense que ça, c'est peut-être aussi quelque chose, un message à garder à l'esprit pour vos futurs patients, pour votre entourage, de ne pas banaliser. La codéine et la morphine agissent exactement de la même manière. Et en plus de ça, la codéine est transformée en morphine dans l'organisme. En partie, d'accord, mais quand même. Voilà, donc c'est aussi un agoniste opioïde. Et puis, ce sont toujours les mêmes effets. Tous les opioïdes, le raisonnement est exactement le même. Ici, vous avez une diapo, je vous laisserai en prendre connaissance chez vous, sur des pistes qui peuvent vous aider à repérer un problème de pharmacodépendance chez vos patients. Donc ça, vous aurez la diapositive, vous le verrez. Hein. Vous retrouvez le désir impérieux, l'insistance pour obtenir le médicament, les difficultés de s'arrêter, les problèmes causés par la consommation, etc. Si vous avez bien compris la définition, normalement,
vous pouvez les retrouver. Et donc enfin pour déclarer, donc c'est là où je vais vraiment m'arrêter pour de vrai, c'est notre page c'est pas une page Facebook ou réseaux sociaux, c'est sur le site du CHU de Toulouse où il y a toutes nos coordonnées et les bulletins qu'on peut faire puisqu'on rédige régulièrement à l'échelle nationale des bulletins d'addictovigilance sur des thématiques d'actualité. Donc il y en a sur le cannabidiol, il y en a sur le tramadol, sur le détournement de tout un tas de médicaments, mais aussi sur des pratiques. Par exemple, il y en a un qui va sortir bientôt sur le vapotage. Donc voilà, je pense que ça peut vous intéresser, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles. Donc n'hésitez pas à consulter cette page et les différents documents que vous pourrez y trouver. Et puis, si un jour vous y êtes amené, vous trouverez ici toutes nos coordonnées pour nous joindre. Et je vous dis, ce n'est pas seulement déclarer des cas. Notre rôle aussi, c'est d'accompagner les professionnels dans leur exercice et apporter des questions, de la bibliographie, etc. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vous remercie et je m'excuse pour ce cafouillage dans le planning. Mais on a réussi à tout voir. Voilà, merci beaucoup. Donc là, juste pour information, le cours d'après commence bien à 16h. D'accord ? Voilà.